France. Bonjour, je m'appelle Igor Starkov. Je suis président et cofondateur de Ecodomus. Nous sommes une compagnie américaine. Je travaille à Washington avec des bureaux à San Francisco et ailleurs. On travaille avec un réseau international d'associés. On a des clients à travers le monde. Aux États-Unis, il y a des clients comme le gouvernement américain, les affaires des vétérans, Google, Walt Disney et d'autres non connus. On a même des clients canadiens, Alberta Infrastructure pendant 1 an. Autour du monde, on travaille avec des aéroports. On a 4 projets d'aéroports dans les services de santé. On a des clients au Japon, en Chine et en Arabie saoudite. Mon ordre du jour, je vais parler surtout de la gestion de transmission, d'installation. On travaille dans ce domaine depuis 7 ans. Après la théorie, je vais traiter d'études de cas. Alors, qu'est-ce qui crée l'intérêt pour les propriétaires sur ce sujet? Les propriétaires d'installation prennent une gestion par ordinateur. Ils maintiennent l'actif afin que l'actif ne brise pas, ou sinon qu'on puisse les réparer et qu'ils gardent l'emplacement pour l'espace. On pense que le système peut apporter des capacités supplémentaires. BIM peut donner des réponses aux questions comme où est la valve de récupération. On donnait l'exemple d'une centrale nucléaire au Japon où on aurait pu agir plus rapidement, mais on ne savait pas où se trouvait une valve essentielle. C'est un exemple extrême, mais qui indique ce qui peut être problématique. Les réponses initiales peuvent être causées par le désir d'économie d'énergie. On veut pouvoir simuler ce qui arrive dans telle situation. Si j'ai trop refroidissant, est-ce que je dois faire fonctionner les refroidissants afin de pouvoir répondre aux besoins en énergie de mes locataires? Donc, il y a des senseurs, et les senseurs, les jauges, leur disent que si le refroidissant et et le chauffage sont bien coordonnés. S'ils ne connaissent pas bien l'édifice, il n'y a pas de ligne de base, il n'y a pas de balise. Et c'est ce que BIM apporte. Donc, l'information peut être visuelle, comme dans cet exemple, où je vois le refroidisseur, où c'est trop chaud, c'est en rouge. Après ça, le vert, c'est la sauvegarde. Et je peux voir les courroies de récupération. On s'en sert également pour prévoir la performance au niveau avec les données. Alors, comment traiter de cette question? Comment nous assurer que ça se passe? Alors, les exigences de base de BIM doivent être respectées. Les propriétaires qui veulent faire fonctionner leur fonctionnalité doivent préciser ce qu'ils doivent donner comme produit livrable. La plupart des propriétaires aiment ce que BIM a à offrir. Ils nous disent donnez-nous toutes les données, toutes les capacités avec beaucoup de données. Mais très souvent, ces données sont totalement inutiles. Parfois, il y a 60 ou 110 éléments d'actifs, mais qui n'ont aucune utilité pour le propriétaire. Donc, les clients doivent pouvoir préciser ce qu'ils ont vraiment besoin. Et ça devrait faire partie du contrat. Sinon, l'entrepreneur et l'architecte
va dire « Je ne savais pas que tu le voulais » et ça peut coûter davantage. Donc, l'information que les propriétaires doivent préciser doit être utilisée de projet en projet comme modèle. Plus on utilise l'information, plus elle devient bon marché et elle devient standardisée. La qualité des données est très importante aussi. Mais le propriétaire doit comprendre les ratios de rendement. Pour chaque unité, on veut le numéro de série. Est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir tous ces numéros de série? Quel est le niveau de préparation? Qui va cueillir l'information? Est-ce que c'est l'entrepreneur, le contracteur, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Parfois, ce sont les architectes qui ont plus d'expérience. Ou pour un autre projet, vous voulez peut-être consulter un professionnel de VIM qui est comme consultant. Donc, ce sont toujours les projets précis les exigences des propriétaires des projets qui peuvent donner les informations requises. Le contrôle de la qualité, et je vais y revenir parce que c'est important, c'est ce qui est le produit livré. Vous devez établir à titre de propriétaire, il faut que vous payiez pour collecter les bonnes données et qu'il y ait une pénalité s'il y a des mauvaises données. Nous, on travaille surtout avec les propriétaires, mais des fois, même quand ils essaient eux-mêmes de cueillir les bonnes données, ils ne réussissent pas. Et l'édifice est prêt depuis 1 an et ils n'ont pas encore réglé la température comme il faut et ils blâment l'entrepreneur. Je suis sérieux. On ne peut pas retenir le paiement. Oui, mais ça va devenir litigieux, il va y avoir des avocats. Alors, vous allez gaspiller votre propre argent à ce moment-là. Comme j'ai mentionné plus tôt, ces horaires avec des données inutiles, au moins ils fournissent des données, mais ce qu'on voit dans les modèles, il y a des données dans la filière Revit qui sont données par la mauvaise personne. Quelqu'un a trouvé une pompe, par exemple, intéressante, mais qui ne convient absolument pas. Alors, le client pense que c'est un modèle, disons, Kruger, tandis que dans les faits, ce ne l'est pas. Ces défis surviennent souvent. Alors, qu'est-ce que fait l'industrie? Il y a environ 8 ans, il y avait des gens du gouvernement, de NASA et d'autres organismes américains gouvernementaux qui ont développé la norme COBE, Construction Operation Building Exchange. Donc, le COBE, ça fait partie des normes américaines. Le gouvernement de la Grande-Bretagne l'exige. On le voit de plus en plus dans les exigences gouvernementales à travers le monde. Alors, donc, je suis certain que ça va venir au Canada. Ce n'est qu'une question de temps. C'est une norme ouverte de l'industrie. Ça permet de façon standardisée de télécharger et de tenir à jour des données entre différentes applications. Ce que COBE ne fait pas, ça ne spécifie pas quelles données doivent être utilisées. Il ne fait que spécifier le formatage, le format. Il y a beaucoup de propriétaires qui indiquent simplement qu'ils veulent du COBE. Ils n'ont rien eu pendant des années parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Nous, on a été parmi les premiers certifiés COBE il y a 7 ans. Alors, comment le fait-on? Il faut définir le processus. Qui fournit les données d'abord?
Alors voici les éléments de plomberie et voici les, les éléments électriques qui sont fournis par tel entrepreneur. Et les portes et fenêtres, c'est d'autres choses. Les architectes fournissent autre chose. Les agents commissionnaires fournissent autre chose eux aussi. Donc, les Kobe projets sont faits par une personne normalement et il ne fait avoir une seule personne qui s'occupe de Kobe, c'est la façon la moins efficace de procéder, mais un bon processus Kobe, c'est quand les données sont entrées une fois par la personne qui est responsable pour la collection de ces données. Donc, on peut tracer la responsabilité. On s'assure que la qualité des données est convenable et que ce soit collecté de façon ponctuelle au bon moment. Alors, il peut y avoir de l'équipement sous le plancher que, par exemple, alors, c'est important de cueillir pendant que l'installation se fait. Alors, on commence avec la conception, le design. Ce qu'on dit que tout le monde doit fournir des données quand c'est pertinent. On ne demande pas aux architectes de fournir des numéros de série, mais on leur demande de nous donner les bons noms pour les objets. Maintenant, les architectes et les ingénieurs s'en foutent. Ils se contentent de mettre quelque chose dans la case et ce qu'ils veulent, c'est imprimer. Ce n'est pas des noms ou des numéros. Alors, nous, on tente de mettre de l'ordre dans cette procédure en prenant des données à chaque phase. On utilise nos outils d'extraction pour qu'on ait des conventions de nom et que les actifs sont bien intégrés dans des systèmes. Il y a certains systèmes qui sont très difficiles à modéliser. Alors, on commence quelque chose et on ne finit pas. Et il y a des centaines de systèmes non branchés. Mais c'est ce qui intéresse le plus les propriétaires. Ils veulent pouvoir tracer les systèmes dans leur édifice. Donc, en cueillant les données, vous voulez savoir comment entrer les données de façon la plus pratique. Ce sont les téléphones Android et les tablettes qui servent à entrer les données. Il y a l'interface web aussi. Vous n'avez pas besoin de connaître ce que c'est des Kobe. Vous avez juste à rentrer les données pertinentes, que ce soit un fichier Excel ou une autre application, ça importe peu. L'important, c'est d'avoir les données. On n'a pas encore vu le système qui fonctionne très bien. Comme j'ai dit, toutes les ententes contractuelles portent sur des documents. Mais même s'ils savent comment modeler, ils vont quand même se concentrer sur les éléments livrables. Alors, nous, on explique comment le modèle va être un peu différent. On connaît les différences entre le design, le modèle et la construction. Le design, donc, certains des trucs pour la gestion des installations sont importants. Dans Kobe, si vous faites cette pièce, par exemple, un élément va appartenir à cette chambre en particulier. Et donc, dans Revit, on mettra les éléments en cause. Alors, tout ce qui est au-delà du plafond n'entrera pas dans cette option particulière. Et ça affecte la façon que vous collectez les données.
Je ne parle pas des problèmes de modelage généraux. Il y a, par exemple, la géométrie qui se chevauche. Il y a les toits, les plafonds, les chevauchements. Il y a deux surfaces, par exemple, qui vont se chevaucher. Et il y a d'autres éléments que je peux expliquer en privé. Donc, on veut un modèle avec lequel on peut naviguer. Pour ce qui est des templates, des modèles, si le propriétaire sait ce qu'il veut, on peut facilement établir une procédure qui fonctionne. C'est là où Omniclass, Uniclass, c'est le Royaume-Uni, la classification d'actifs. Une fois que vous avez établi ces systèmes de classification, vous savez ce que c'est l'objet parce qu'il a un nombre, un chiffre unique. L'important qu'on sache que 2317, par exemple, c'est telle chose. Alors, on établit ces modèles et les clients peuvent utiliser ces modèles de projet en projet. Ces modèles aident à comprendre si on a couvert les champs en question ou si des documents requis ont été fournis. Si on cherche des taux de circulation de l'air, s'il y a des données minimum et maximum, il faut voir que ces données sont entrées. Si ça n'a pas été fait, on peut le repérer assez facilement. Passons à des études de cas. La première étude de cas à l'Université de la Californie du Sud, ça a été le premier propriétaire aux États-Unis qui voulait se servir de BIM pour la gestion. Alors, on a construit une école de cinéma. Alors, c'est une étude de cas qui remonte à il y a 5 ans. On voulait s'assurer qu'on pouvait connecter le modèle avec le système d'automatisation Honeywell. Il y avait un logiciel précis. Vous pouvez lire, il y a un livre qui publié par IFMA, qui a été publié il y a 2 ans, qui traite d'études de cas. Alors, on a commencé avec les directives et on voulait s'assurer qu'il y ait des champs précis qui soient requis. Il y a des documents précis qui étaient exigés. Donc, il y avait des PowerPoint qui expliquaient comment ceux qui faisaient les modèles, comment on devait, les modelaires devaient nommer leur système. Et tout ça est fourni par USC. Est-ce qu'ils ont réussi? Pas vraiment, non. Certains, c'était très cher. D'autres ont dit, si vous voulez qu'on le fasse, on le fera. Donc, c'est un ensemble d'exigences très détaillées qui est de nature publique, donc que vous pouvez télécharger. Comme j'ai mentionné plus tôt, on créait la responsabilité par site d'actifs et on fournissait l'information pour la base de données commune. Et ça pouvait être intégré. La deuxième étude de cas sur GSA aux États-Unis, l'administration publique américaine, c'est le plus grand propriétaire immobilier au monde. Le but était de voir comment on peut utiliser BIM pour la gestion. Ici, il y avait un palais de justice à Philadelphie et un autre édifice à Tampa, en Floride. Donc, on a utilisé des tablettes pour les techniciens où ils recevaient leurs commandes et ils pouvaient voir les modèles en BIM
sur leur tablette et, et ils ont commencé à utiliser. Les techniciens ont fait des choses qui n'avaient pas été prévues. Ils entraient de l'information comme la dimension des courroies. Donc, 5 ou 6 techniciens étaient des utilisateurs actifs. Certains ont dit je n'étais pas intéressé, mais donc certains s'y intéressent et adoptent tôt et d'autres résistent. On a également développé la capacité de voir la capacité énergétique de chaque pièce. Et on a pu comparer à la performance comme telle du système. Ils utilisaient les feuilles de papier. Le répartiteur les testait. Il y avait un bon de commande qui était provoqué. Et on va voir le locataire. Et donc, on relie les exigences par rapport à l'actif, au matériel requis pour faire la réparation. Donc, on peut y accéder complètement. L'accès aux documents est quelque chose qui peut être très, très utile. La gestion de l'énergie, c'était automatisé complètement. On utilisait du logiciel de simulation de consommation d'énergie. On a élaboré donc les modèles et on a pu montrer quel secteur de l'édifice était le plus proche de la norme établie. Maintenant, les techniciens peuvent entrer dans les pièces où ça va particulièrement mal. Et s'il y a 300 pièces, alors ils peuvent se rendre directement à ceux qui sont les plus problématiques sur les 300. Donc, il y a beaucoup d'analyses d'énergie qui peuvent être faites au niveau macro en identifiant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est ici où BIM vous donne l'occasion de faire de la micro-gestion. Les directives, c'est d'avoir des exigences qui sont strictes et claires. Donc, on a travaillé au Massachusetts. On a travaillé chez Google, le gouvernement de l'Alberta au Canada. Ça a été une très bonne expérience. Et avant que tout saute. Mais malgré ça, on a continué à démontrer de l'intérêt. Donc, les directives, quand vous les développez, il est important. Ne dépendez pas sur une personne en particulier. Assurez-vous que c'est un groupe. S'il y a un problème, vous pouvez. Alors, il y a des directives sans le projet comme tel, ça ne sert à rien. Ça devrait être des projets pilotes, petits. Il y a eu une construction d'un hôpital qui a pris 3 ou 4 ans. Et j'ai demandé, avez-vous besoin de quelque chose? Bon, après 2 ans, ils m'ont demandé, j'ai dit, ben, là, écoutez, je crois que l'hôpital devait être, l'ouverture devait être ce printemps. Alors, c'est important de gérer ces plus petits projets. Et l'autre chose, c'est une évolution constante. C'est pas comme on développe un projet, il y a des lignes directrices et c'est bon pour tout jamais. Il faut les passer en revue toutes les 2, 3 ans parce que la technologie change, les meilleures pratiques changent et il faut le détailler de plus en plus et de voir comment cela est relié au jargon légal, au libellé, et la façon dont c'est mis sur papier, parce que il y a des éléments qui peuvent être très intéressants à lire, mais bon, on lit ça et on revient à ce qu'on avait de toute façon fait auparavant. Alors, il est important de bien décrire ce flux de travail. Et donc,
qu'est-ce qui est mis dans ces lignes directrices et la façon dont on les gère. Comme je l'ai mentionné plus tôt, définir c'est quoi les objets de location d'actifs auxquels on est intéressé, peut-être les classer selon des normes ouvertes, que ce soit Uniclass, Unified, enfin peu importe, mais de définir exactement chaque caractéristique pour chaque actif, quels sont les documents qui sont requis, et de fournir des exemples. J'ai mentionné, bon, il sait comment ils ont la symétrique des exemples de ces documents. Et puis, finalement, ce que je voulais dire, c'est que nous parlons tous de BIM, surtout en termes du modèle, de modelage, de paramètres, etc. Nous, on considère le modèle de scan au laser une source d'information qui est visuelle. En regardant cela, c'est beaucoup plus visuel que tout modèle BIM que vous pouvez développer. Mais en même temps, vous pouvez y rajouter des actifs. On peut les taguer, si vous voulez, les libeller. Alors, vous pouvez le faire à partir de votre base de données au Point Cloud pour définir ce HU en particulier ou cet système d'éclairage. Il y a bien sûr des désavantages dans le scanner laser. On ne peut pas isoler des éléments individuels du système. C'est l'avantage de BIM et du modèle de paramètres, mais on peut faire le suivi plus tard. Mais si vous avez beaucoup d'équipements mineurs, c'est plus visuel. Alors, je vous encourage donc à regarder le scanning au laser et les technologies BIM comme étant des technologies complémentaires. Mais une fois de plus, c'est basé sur des données, un ensemble de données normalisées. Et si vous avez les bonnes exigences, les bonnes conditions pour le projet, ça fonctionne très bien ensemble. Les propriétaires sont bien heureux de vous payer beaucoup d'argent et tout le monde est heureux. Voilà, c'est là ma dernière diapo. Merci. Voici mes informations, mes points de contact. Je suis ouvert à toute question. Vous dites que vous avez un viewer pour Point Cloud. Je sais que Point Cloud peut être assez lourd. Comment est-ce que vous gérez? Oui, c'est le processus compilé de Point Cloud. On ne regarde pas le modèle dans notre visionnaire, on utilise le modèle BIM compilé. Hein? C'est de la même façon que ça, c'est le cloud c'est préparé pour être visionné et téléchargé du serveur même.